Ma femme m'a envoyé un texto depuis la chambre, ne monte pas. Ce n'est pas moi. Dans le lit avec toi. J'ai lentement tourné la tête. Le matelas s'était creusé, quand je m'étais glissé à côté d'elle, et pendant une demi-seconde. Tout dans cette nuit de jeudi, semblait complètement ordinaire. Jusqu'au moment où mon téléphone a vibré, sur la table de nuit, et que j'ai lu, dans le noir. Ces 4 mots, qui n'avaient rien à faire, près d'une phrase commençant par le nom de ma femme. Ne monte pas. Ce n'est pas moi. Je m'étais endormi sur le canapé, quelques heures plus tôt. Avec un documentaire qui murmurait encore à bas volume, et j'étais monté en titubant. À 1h14 du matin, à moitié conscient, comme on le fait quand le corps est en pilote automatique. Et que le cerveau n'a pas encore suivi. La porte de la chambre était entr'ouverte, comme toujours, pour laisser passer le chat. Une forme sous les couvertures, du côté de Mara. Ma première pensée, ne fut même pas une pensée, juste un soulagement. Elle est rentrée plus tôt de son vol. J'ai traversé la pièce, dans l'obscurité, et je me suis glissé à côté d'elle. Avant même que la deuxième pensée, ne vienne rattraper la première. Puis, le téléphone a vibré. J'ai lu le texto 2 fois, mon bras toujours tendu, à 1 pouce de ce qui respirait. Lentement et régulièrement, à côté de moi. J'ai appelé son numéro. L'écran était assombri, le volume déjà coupé, et le téléphone maintenu bas, contre le matelas. Ça a décroché, dès la première sonnerie. Aucune voix, juste une respiration. Le même rythme lent et régulier, provenant de 2 endroits à la fois. Du téléphone contre mon oreille, et de l'oreiller, à 18 pouces sur ma droite. Je me suis reculé de ce matelas, vers l'arrière, 1 degré à la fois. J'ai réussi à ouvrir la fenêtre, au-dessus du toit du garage, avec des mains. Qui ne semblaient plus être les miennes. Et quand j'ai regardé en arrière, juste une fois. Par-dessus mon épaule ce qu'on n'est jamais censé faire, dans une histoire comme celle-ci. Le visage qui se tournait vers moi, dans la lumière grise, n'était pas du tout celui d'un étranger. C'était le mien, et je ne comprendrais pourquoi, que 3 jours plus tard. Avec l'aide d'un détective, et d'un laboratoire d'ADN. Mara et moi étions mariés depuis 6 ans, vivant dans une maison. Avec une étendue plate sur le toit du garage. Que nous avions toujours eu l'intention de transformer en un petit patio, sans jamais le faire. Dans une vie qui semblait, jusqu'à ce jeudi-là, presque agressivement normale. Je vendais des assurances commerciales, depuis un parc de bureaux, près de l'autoroute. Elle gérait la logistique, pour une chaîne d'épicerie régionale. Et voyageait 4 ou 5 fois par an, pour exactement le genre de conférence. Qu'il avait envoyé à Denver, cette semaine-là. Nous avions un chat borgne, sauvé d'un refuge, nommé Waffle, qui dormait en diagonale. Sur nos 2 oreillers, et refusait, par principe, toute autre surface dans la maison. Ainsi qu'une cafetière, qui prenait 11 minutes pour préparer une verseuse, que ni l'un ni l'autre ne finissait jamais vraiment. Il y avait un éclat sur le comptoir de la cuisine, causé par une poêle en fonte tombée. 2 Noëls plus tôt, que nous n'avions toujours pas fait réparer. Et une blague récurrente entre nous, à propos de ce patio, qui ne voyait jamais le jour. Les plans pour ce projet, étaient toujours pliés, dans le tiroir de la cuisine. Que nous ouvrions pour chercher des menus à emporter, ou des élastiques. Au lieu de quoi que ce soit d'utile. Mara tenait une liste de courses en cours, sur le réfrigérateur. Sous un aimant provenant d'un restaurant, fermé depuis des années, la moitié écrite de sa main. Et l'autre moitié de la mienne, et la plupart des semaines, aucun de nous ne la terminait. Avant qu'il ne soit temps, d'en commencer une nouvelle. J'avais été adopté bébé, un fait que je mentionnais si rarement. Que cela avait cessé de ressembler à une information, pour devenir une simple anecdote. Une adoption fermée, un arrangement privé, via une agence qui avait fermé ses portes. Quelque part dans les années 90, avec des dossiers scellés, comme c'était généralement le cas. À l'époque. Mes parents, les seuls parents que j'ai jamais connus, m'avaient dit la vérité. Tôt et de manière pragmatique, de la même façon qu'on dirait à un enfant, dans quel état il est né. Et je n'avais jamais, pas une seule fois, ressenti le besoin, d'en chercher davantage.
J'avais une légère cicatrice, à travers mon sourcil gauche, due à un accident de vélo à 9 ans. Le genre de détail, auquel personne ne pense, avant bien plus tard. Et qui s'avère compter plus que presque n'importe quoi d'autre, dans toute cette histoire. Environ 6 semaines, avant ce fameux jeudi, Mara avait mentionné, presque en passant. Pendant que nous faisions la vaisselle, qu'elle avait commencé à se sentir observée. Lors de ses courses à pied du soir. Une voiture tournant au ralenti, un peu trop longtemps, au bout de notre impasse, est disparue. Au moment où elle a regardé à nouveau. Une berline grise, qu'elle n'aurait pas pu identifier dans une file de suspects. Même si sa vie en dépendait. Je lui ai dit, que c'était probablement un livreur, qui vérifiait une adresse, et elle a ri. A acquiescé, et nous n'en avons plus reparlé, pendant 11 jours. Je me suis dit, qu'il n'y avait rien là-dedans, qui valait la peine de s'y attarder. C'est généralement le premier mensonge, qu'une histoire comme celle-ci vous demande de vous raconter à vous-même, et je me le suis raconté facilement. Parce que l'alternative aurait signifié admettre que quelque chose n'allait déjà pas. Avant même que l'un de nous n'en ait la moindre preuve. Puis, est arrivée l'alerte de la carte de crédit, la location d'un garde-meuble, pour 89,00 $ par mois, ouverte à mon nom, dans une installation à l'autre bout de la ville. Devant laquelle je n'étais jamais passé, payé avec une carte. Que je n'avais pas utilisée depuis plus d'1 an. J'ai passé 40 minutes en attente avec la banque, et on m'a dit que la paperasse comportait mon numéro de permis de conduire, exact jusqu'au dernier chiffre. Avec ma signature, suffisamment ressemblante, pour que l'employé au téléphone ne puisse pas me dire ce qui clochait exactement. J'ai déposé une contestation pour fraude, on m'a émis une nouvelle carte, et je me suis dit que l'usurpation d'identité arrive à quelques millions de personnes par an. Et que j'avais simplement rejoint un club de malchanceux. Mes mains étaient stables quand j'ai raccroché le téléphone. Elles ne l'étaient plus, 20 minutes plus tard, seul dans la cuisine. Une fois que l'adrénaline de la gestion de crise s'est dissipée. Et que la véritable forme du problème s'est installée. Je ne me suis pas rendu en voiture, au garde-meuble, pour vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai repensé à cette décision, tous les jours, depuis. 3 semaines plus tard, un collègue nommé Milton Reyes a mentionné en passant, lors d'un trajet partagé en ascenseur, qu'il m'avait vu, à la station-service de la route 9. Le mardi soir. N'était-ce pas une coïncidence, puisqu'il n'habitait nulle part près de là? Je lui ai dit, que ce n'était pas moi. J'étais resté à la maison avec Mara, toute cette soirée. Quelque chose a vacillé sur son visage, qui ressemblait presque à du doute, sur lequel de nous deux s'en souvenait correctement. J'ai pris ça en riant. Il a ri aussi. Aucun de nous n'a vraiment laissé tomber l'affaire, et pour le reste de cette semaine. Je me suis surpris à vérifier 2 fois le verrou, les soirs où Mara travaillait tard. Une habitude que je ne pouvais pas entièrement expliquer, même à moi-même. 10 jours plus tard, notre voisine d'à côté, une femme plus âgée, nommée Yolanda Prentice, qui avait vécu dans notre rue, plus longtemps que nous n'avions été en vie l'un et l'autre, m'a fait signe de la main, pendant que j'arrachais des mauvaises herbes, et m'a demandé, de cette façon amicale et détachée, dont on interroge quelqu'un sur sa propre vie, pourquoi je m'étais promené dans le quartier, si tôt, ce matin-là. 5 heures du matin, a-t-elle dit. Elle m'avait vu depuis la fenêtre de sa cuisine, pendant qu'elle préparait le café. Capuche sur la tête, mains dans les poches, marchant lentement, comme si je comptais les maisons. Je lui ai dit, que ce n'était pas moi, que je n'avais pas quitté la maison, avant 7 heures du matin. De toute la semaine. Elle a ri, et a dit, qu'elle devait perdre la vue, avec la vieillesse. Qu'elle avait dû confondre les voisins, et elle est rentrée chez elle. Je suis resté là, dans le jardin, avec une poignée de mauvaises herbes. Et un estomac devenu froid et creux, me répétant la chose exacte, que je m'étais dite. À propos de Milton. Un visage confondu, un tour de la lumière matinale, rien qui vaille la peine d'en perdre le sommeil. J'en ai perdu le sommeil quand même, toute cette nuit-là, allongé, éveillé, à écouter une maison
qui n'avait jamais, pas une seule fois en 6 ans, paru aussi silencieuse, à mes oreilles auparavant. 12 jours avant cela, j'avais remarqué, que la clé de rechange que nous gardions sous le faux rocher, près du porche arrière, avait disparu. Le rocher lui-même, s'était déplacé de 4 pouces, par rapport à l'endroit où il reposait toujours. Posé selon un angle, qui ne correspondait pas, à la petite plaque usée d'herbe morte, en dessous. Celle qui marquait son emplacement exact, depuis 3 ans. J'ai dit à Mara, que quelqu'un l'avait probablement heurté du pied. En faisant des travaux de jardinage. J'ai acheté une nouvelle serrure, le week-end suivant, peine dormant et tout. Et je suis resté dans l'allée de la quincaillerie, plus longtemps que l'achat n'aurait dû prendre. Passant mon pouce sur 3 modèles différents, avant de choisir celui, dont le vendeur m'avait dit qu'il était le plus difficile à crocheter. Je me suis dit, que c'était pour régler le problème, même si une part plus froide de moi-même avait déjà commencé, à dormir avec mon téléphone en charge, à portée de main. Au lieu de le laisser à l'autre bout de la pièce, comme je l'avais toujours fait, auparavant. Et bien que je me sois surpris, 2 fois cette semaine-là, à me tenir à la fenêtre de la chambre. À 2 heures du matin, surveillant l'impasse, pour une voiture qui n'est jamais vraiment revenue. Je n'ai pas parlé de la fenêtre à Mara. Je me suis dit, qu'il n'y avait rien à raconter. 9 jours auparavant, une lettre était arrivée, sans adresse d'expédition. Ne contenant rien d'autre, qu'une unique page photocopiée, provenant d'un dossier d'adoption scellé. Le nom de ma mère biologique, caviardé avec un gros marqueur noir. Et la note dactylographiée d'un travailleur social, sous ma propre date de naissance, indiquant BBB placé séparément, à la demande parentale. Je me suis assis à la table de la cuisine, avec cette page entre les mains, pendant un long moment. L'estomac noué, de cette manière que l'on ressent, quand un plancher cède sous vos pieds. Une planche à la fois, au lieu de s'effondrer d'un seul coup. Le courrier était toujours éparpillé, là où j'avais laissé tomber le reste, une facture de câble. Un dépliant de coupons, une carte postale du cabinet d'un dentiste. Me rappelant que j'avais 6 mois de retard, pour un détartrage. Tout cela donnant soudain l'impression, d'appartenir à une version de ma vie. Qui avait cessé d'être actuelle, environ 1 heure plus tôt. J'avais toujours su, que j'étais adopté. Je n'avais jamais, pas une seule fois en 34 ans, entendu les mots « BBB ». Ni compris qu'il y avait eu un BBA, en premier. J'ai appelé l'agence indiquée, sur l'entête de la lettre, qui avait fermé en 1998. Et les archives de l'État, qui avaient absorbé ces dossiers, lesquels m'ont dit que les dossiers scellés, nécessitaient une ordonnance du tribunal, pour être ouverts. Même pour la personne, qui y était nommée. J'ai déposé la demande, le lundi suivant, de la manière dont on dépose un document. Sans encore croire, que cela aboutira vraiment. Mara est partie pour Denver, ce même après-midi. Le mardi et le mercredi, se sont écoulés sans rien, pas d'appel, pas de lettre. Juste le calme ordinaire, d'une maison avec une seule personne à l'intérieur, au lieu de 2. Le genre de calme, que j'aimais auparavant, et dont, quelque part au cours de ces 2 semaines, j'avais commencé à me méfier. Le jeudi, je m'étais endormi sur le canapé, avec un documentaire qui tournait encore. Et je me suis réveillé à 1h14 du matin, avec la climatisation qui s'était déclenchée. Et une porte de chambre entr'ouverte, comme elle l'était toujours, pour le chat. Je ne me souviens pas, avoir décidé de bouger. Une seconde, j'étais figé sur le rebord, avec une jambe dans le vide, et mon propre visage se tournant vers moi dans la lumière grise, et la seconde suivante. Je me précipitais sur des bardeaux froids, pieds nus, à moitié glissants, à moitié tombants. Vers le bord du toit du garage. Mon cœur battait si fort, que je pouvais le sentir, jusque dans mes dents. Mes oreilles bourdonnaient, au rythme de mon propre pouls, assez fort, pour que je n'entende presque pas, le deuxième bruit derrière moi. La fenêtre s'ouvrant plus grand, les bardeaux glissant, sous une deuxième paire de pieds. Sans précipitation, presque avec désinvolture la manière dont vous bougeriez. Si vous saviez déjà exactement, comment cette poursuite particulière, allait se terminer. Je n'ai plus regardé en arrière. Regarder en arrière, m'avait déjà coûté assez cher.
La voiture de Mara tournait au ralenti au bord du trottoir, les phares éteints. La portière du conducteur grande ouverte. Je me suis laissé tomber, du bord du toit du garage, dans le parterre de fleurs. Que nous avions l'intention de replanter, depuis 2 ans. J'ai senti que quelque chose cédait mal dans ma cheville, une secousse de douleur chaude et vive. Que je n'ai pas eu le temps d'enregistrer, comme quoi que ce soit de plus qu'un obstacle. Et j'ai couru malgré tout. Elle a ouvert la portière passager, avant même que je ne l'atteigne. Vas-y, 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 disait-elle déjà, s'éloignant du trottoir. Avant même que je n'ai complètement rentré ma deuxième jambe à l'intérieur. Et dans le rétroviseur extérieur, j'ai observé une silhouette sortir par cette même fenêtre. Que je venais d'enjamber, et s'arrêter bien droite, sur le bord du toit du garage. Nous regardant partir, sans nous poursuivre du tout, ce qui, d'une certaine manière, m'effrayait plus que s'il l'avait fait. Qui est-ce, ai-je dit, et ce n'était pas vraiment une question, parce qu'une part de moi avait déjà commencé à faire le calcul, la lettre, le BBB. La cicatrice traversant mon sourcil gauche, que j'aurais besoin que quelqu'un d'autre vérifie. D'une manière que je ne m'étais pas encore totalement permis de concevoir. Je ne sais pas, a dit Mara, les mains agrippées au volant. Jusqu'à en avoir les jointures blanches, les yeux passant au rétroviseur, plus qu'à la route. Je suis rentré à la maison, 2 heures plus tôt. Les lumières étaient éteintes. Je suis monté. Et il y avait, sa voix s'est brisée. Il y avait déjà quelqu'un dans le lit. J'ai cru que c'était toi en train de dormir. Et puis il s'est retourné, et ce n'était pas le cas. Il te ressemblait exactement. Théo. Exactement. J'ai redescendu ces escaliers si vite, que je ne m'en souviens même plus. Nous ne sommes pas allés à un. Nous avons conduit directement, au commissariat du 4e arrondissement, parce qu'un instinct, en chacun de nous, avait compris, sans que ni l'un ni l'autre, ne le dise à voix haute. Que quoi que ce soit, cela n'allait pas être résolu, par une porte verrouillée. Et une bonne nuit de sommeil. Les 2 agents de patrouille, qui ont pris notre signalement initial, à l'accueil. Un duo nommé Ferry et Bloom, dont les noms de famille, étaient la seule chose que j'ai pu lire sur leurs insignes ce soir-là, ont échangé un regard, à peu près au moment où j'ai décrit avoir vu, mon propre visage, se tourner vers moi dans l'obscurité. Ce n'était pas de l'incrédulité, exactement. Plutôt cette immobilité professionnelle spécifique, des personnes entraînées à ne réagir à rien. Tant qu'elles n'ont pas entendu toute l'histoire. Bloom a demandé si l'un de nous avait bu. Aucun de nous ne l'avait fait. Ferry a demandé, plus prudemment, si j'avais déjà vécu quelque chose comme ça auparavant. Une question que je n'ai comprise que plus tard, comme étant moins pour douter de moi que pour écarter les explications, qui ne nécessiteraient aucun travail d'enquête, du tout. Quand Mara a montré les 3 photographies qu'elle avait réussi à prendre à travers le pare-brise d'une silhouette se tenant sur le toit de notre garage flou. Mais indéniablement une personne, nous regardant indéniablement partir. Au lieu de nous poursuivre, la posture de Bloom a complètement changé. Il a pris une radio, au lieu d'un stylo. L'inspectrice Marisol Fenn a pris notre dossier, ce soir-là. 14 ans de service dans le département, les 6 dernières années, passées au crime violent. Une femme avec ce calme spécifique, de quelqu'un qui a entendu des choses plus étranges que ça. Et qui écrit toujours, chaque mot soigneusement. Elle a pris nos dépositions séparément, ce qui m'a semblé insultant, pendant environ 30 secondes. Avant que je ne comprenne exactement pourquoi les départements font ça. Si vos histoires correspondent, au mot près, m'a-t-elle dit, sans méchanceté. Cela m'inquiète davantage que si elles divergent. Les nôtres ne correspondaient pas surtout. Je n'avais pas vu son visage, aussi clairement que Mara, la tête en bas et à moitié endormie. Sur le toit d'un garage, mais elle correspondait, sur les points qui comptaient. Et à 4 heures du matin, une unité de patrouille avait déjà été renvoyée pour sécuriser la maison. Comme scène de crime. Mara a dit à Fenn quelque chose lors de son interrogatoire séparé, qu'elle ne m'avait pas encore
totalement avouée dans la voiture, que dans la demi-seconde, avant qu'il ne se retourne. Avant même qu'elle ne réalise l'anomalie de la situation, elle avait remarqué sa main gauche reposant à l'extérieur de la couverture, et qu'elle avait eu l'air. Dans ce premier moment de confusion, exactement comme la mienne, à l'exception d'un petit détail. Aucune fine ligne blanche, à travers la deuxième jointure. La cicatrice que je portais depuis l'âge de 12 ans, à cause d'une clôture en grillage. Que j'avais escaladé trop vite. Elle ne l'avait pas, consciemment remarqué comme une anomalie, sur le moment. Juste une lueur de quelque chose de faux. Son corps y a réagi 2 bonnes secondes, avant que son esprit ne rattrape le coup. Et ne lui dise de courir. Fen a noté ce détail 2 fois, dans 2 sections différentes de ses notes, et nous a dit ensuite que c'était exactement le genre de petite incohérence physique, qui, couplée à des analyses en laboratoire, avait tendance à mieux tenir devant un tribunal. Que n'importe quoi, que l'un de nous pourrait dire de mémoire, à propos d'un visage aperçu. Pendant 4 secondes, sous un mauvais éclairage. Ils ont découvert que l'intrus était parti, la chambre dérangée, mais pas saccagée, et un détail qui m'a fait dresser les poils sur les bras, même de seconde main. Une petite collection de photographies, glissées dans mon propre tiroir à chaussettes. Imprimées à partir de ce qui ressemblait à des mois de surveillance. Moi à la station-service sur la route 9, moi allant chercher le courrier, moi et Mara. Dans un restaurant dont je me souvenais clairement, et auquel un étranger n'avait clairement pas été invité. Quelqu'un avait même imprimé une photo de mon mariage avec Mara, recadrée de manière assez serrée. Pour couper Mara entièrement du cadre, ne laissant que moi, seul à l'hôtel. Sauf que, sur plusieurs d'entre elles, l'homme sur la photographie, portant ma veste, se tenant près de ma propre boîte aux lettres, ne figurait dans aucun souvenir que j'avais de cette journée. Le docteur Anselme Roark dirigeait le laboratoire criminel régional. Avec 11 ans d'expérience en génétique médico-légale, et il a analysé un échantillon de cheveux prélevé sur notre oreiller, contre un écouvillon de ma propre joue, en moins de 48 heures. Au lieu des 2 semaines habituelles, parce que le bureau de Fen avait signalé l'affaire comme une menace active. J'ai effectué des comparaisons de vrais jumeaux, peut-être 4 fois dans ma carrière. M'a-t-il dit au téléphone, de cette voix spécifique et mesurée, que les gens utilisent. Juste avant de dire quelque chose, qui va changer toute votre compréhension de vous-même. Ce n'est pas une correspondance partielle, monsieur Callahan. C'est aussi proche de l'identique que l'ADN humain puisse l'être. Quiconque a laissé ce cheveu sur votre oreiller est votre frère. Il m'a expliqué tout cela lentement, de la manière dont j'imaginais qu'il avait appris. Au cours de 11 années à annoncer des résultats, auxquels personne n'était préparé. Les jumeaux monozygotes partagent essentiellement le même code génétique. Ce qui signifiait qu'une comparaison standard, de type paternité, aurait conclu à une correspondance avec moi, un point c'est tout. Si Fen ne lui avait pas spécifiquement demandé d'exécuter également un panel de marqueurs médico-légaux, assez sensibles, pour attraper la poignée de différences qui s'accumulent, entre de vrais jumeaux, au cours d'une vie entière de divisions cellulaires séparées. Sans ce second test, plus coûteux, a-t-il dit, le rapport de laboratoire seul n'aurait peut-être jamais prouvé que nous étions 2. Je ne savais pas que j'en avais un. C'est la phrase à laquelle je n'ai cessé de revenir, encore et encore, au cours des 2 jours qui ont séparé cet appel téléphonique, du moment où je l'ai réellement rencontré. La juge Priscilla Ondatia a signé l'ordonnance pour déceler mon dossier d'adoption. Le lendemain après-midi. Une formalité qui, dans des circonstances normales, prend des mois, mais qui a été accélérée. Parce que le bureau de Fen l'a signalé comme essentiel à une enquête active de harcèlement et de cambriolage. Delphine Auzet, la préposée au dossier, qui avait passé 20 ans à gérer exactement ce genre de décèlement, a parcouru le dossier avec moi. Dans un petit bureau sans fenêtre, qui sentait comme une photocopieuse. Manquant cruellement de teneur. Bébé A et BBB, nés à 4 minutes d'intervalle, séparés à l'âge de 11 jours. À la propre demande de la mère biologique.
Elle avait dit à l'agence, selon le dossier, qu'elle ne pouvait pas gérer les deux. Bébé a étalé à mes parents. BBB, plus tard nommé Corwin, par la famille qui l'avait adopté, est allé à un couple qui a divorcé quand il avait 6 ans. Et le système de placement familial après cela, qui ne l'a pas. Selon la formulation prudente de Delphine, particulièrement bien servie. Les gens partent à la recherche de leur famille biologique, pour toutes sortes de raisons. M'a-t-elle dit, en faisant glisser sur le bureau. Un dossier que je ne voulais pas complètement toucher. La plupart d'entre eux veulent juste un visage qui ressemble au leur. Je n'ai jamais, pas une seule fois en 20 ans, vu une recherche finir de cette manière. Elle a tapoté une ligne, près du bas de la fiche d'admission, une note ajoutée, il y a 18 mois. Demandant que ce même dossier soit rouvert pour examen. Demande refusée, car la partie demanderesse ne pouvait pas fournir une identification suffisante pour prouver sa légitimité. Quelqu'un a d'abord essayé, de la manière ordinaire, a dit Delphine. Par la porte d'entrée. Nous l'avons refoulé, parce que sa paperasse n'était pas en règle. J'y ai beaucoup pensé, depuis que votre inspectrice m'a appelé. Me demandant s'il existe une version de tout ça, où nous l'aurions intercepté, il y a 18 mois. Au lieu de l'apprendre par un rapport de police. Je lui ai demandé, ce qui arrivait aux mères biologiques, dans des cas comme celui-ci. S'il y avait un moyen de la retrouver, de poser la question, qui reposait sous tout le reste. Depuis que j'avais lu pour la première fois, les mots BBB. Delphine a dit, que le dossier la répertoriait, comme décédée 9 ans plus tôt. De cause sans rapport avec tout cela, et que quelles que soient les réponses qu'elle aurait pu avoir sur les raisons pour lesquelles elle avait choisi la famille qu'elle avait choisie, et pas l'autre, était morte avec elle. Je suis resté avec ça, pendant plus longtemps, que le silence de la pièce ne le souhaitait probablement. Les photographies de mon tiroir à chaussettes, combinées avec le garde-meuble, qu'une équipe de patrouille a finalement fouillé, 2 jours plus tard, en vertu d'un mandat que le bureau de Fenn avait fait passer, en un temps record, dressait un tableau auquel même le travail de laboratoire de Roark ne m'avait pas complètement préparé. La technicienne de scène de crime, Iné Barlow, a passé 6 heures à cataloguer le seul contenu de l'unité, photographiant chaque article en place, avant qu'il ne puisse être mis dans un sac, un processus qu'elle m'a expliqué par la suite. Avec le même ton prudent et posé, que Fenn utilisait, comme si la précision était la seule chose qui séparait une affaire tenant au tribunal, d'une autre qui n'y tenait pas. 11 mois de surveillance, un classeur, écrit à la main, cataloguant mon emploi du temps. Jusqu'au matin où je m'arrêtais pour un café, un double de mon badge de travail. Assez ressemblant pour passer au coup d'œil, mais pas devant un scanner. La valeur d'une armoire entière de vêtements, à ma taille exacte, mon style exact, acheté. Selon les reçus, que l'équipe de Fenn a récupérés, dans les 3 mêmes magasins où je faisais réellement mes courses. Il y avait aussi, glissé dans une boîte à chaussures, au fond, un dossier de mes propres dossiers médicaux, des notes de physiothérapie. Pour la cheville que je m'étais foulée des années auparavant, une fiche de dentiste. L'impression d'un ancien abonnement de gym, des documents dont Barlow a dit qu'ils auraient nécessité, soit de pirater des systèmes sécurisés, soit de payer quelqu'un qui y avait déjà accès à un détail, que le bureau de Fenn travaillait toujours à retracer. Jusqu'à sa source, quand l'affaire est passée en comparution. Le docteur Petra Solberg, une psychothérapeute spécialisée en traumatisme, que le département gardait sur référence, pour des cas comme les nôtres, m'a dit, lors de notre première séance, que ce que je décrivais avait un nom. Intrusion d'identité, l'a-t-elle appelé. Assez rare pour qu'elle ne l'ait traité que 2 fois auparavant. Et que la désorientation que je ressentais, n'était pas un défaut de caractère, mais plutôt une réponse tout à fait normale, à quelque chose, que le cerveau humain n'est tout simplement pas conçu, pour traiter rapidement. Vous n'avez pas seulement peur de ce qu'il a fait, a-t-elle dit. Vous avez peur de ce que ça signifie, qu'il puisse le faire. Elle m'a demandé gentiment, si j'avais commencé à remarquer
Que je vérifiais les miroirs différemment, les portes différemment. L'arrière de la tête des inconnus, d'une manière que je ne faisais pas auparavant. Je lui ai répondu oui, aux trois, et elle a hoché la tête, comme si c'était la réponse attendue. Plutôt qu'une réponse surprenante, et m'a dit que le but, pour les mois à venir, n'était pas de faire disparaître la peur, mais de l'empêcher, de diriger le reste de ma vie. Depuis le siège du conducteur. Mara est venue, à la deuxième séance avec moi, sans y être invitée, et a dit au docteur Solberg quelque chose que je n'avais pas encore moi-même, entièrement dit à voix haute, que certaines nuits. Elle vérifiait encore, les contours de mon visage endormi, par rapport à une version de moi. Qu'elle gardait maintenant, involontairement, classée dans sa mémoire, juste à côté. Ils l'ont attrapé 4 jours plus tard, pas loin du garde-meuble, assis dans une voiture garée. Le moteur coupé, et notre maison visible, un demi-pâté de maison plus bas. À travers un espace entre les arbres. L'officier Desmond Ruiz, le premier sur les lieux, a dit par la suite, que Corwin n'a pas couru. Et n'a rien cherché à attraper, il est juste resté là, les 2 mains reposant déjà sur le volant. Comme s'il s'attendait, à cette fin exacte, depuis plus longtemps, qu'aucun de nous ne savait qu'il existait. Fenn m'a demandé, si je voulais le voir, avant la comparution. J'ai dit oui, avant d'avoir complètement décidé, que je le pensais vraiment. Il me ressemblait, de la façon dont une photographie ressemble à la personne qui y figure. Assez proche, pour me couper le souffle, la première seconde. Assez faux, d'une centaine de petites manières, plus je le regardais. Pas de cicatrice, à travers son sourcil gauche. Une voix, placée une demi-octave plus bas, que la mienne. Le genre de différence, que seul quelqu'un, qui a passé 34 ans à vivre à l'intérieur de ma propre tête, pourrait jamais saisir. Il ne s'est pas excusé. Il n'a joué aucun rôle du tout, ce qui, d'une certaine manière, a rendu la situation pire que s'il l'avait fait. J'avais l'habitude d'imaginer ce que cela aurait été, a-t-il dit à travers la vitre. Sans vraiment croiser mon regard. Tes parents, ta vie. J'ai trouvé le dossier, il y a 3 ans. Je voulais juste la voir, de près. Pendant un moment. Tu as fait une demande de réouverture, il y a 18 mois, ai-je dit. Par le système officiel. Ils t'ont refusé. J'ai observé quelque chose changer, sur son visage, petit et rapide, disparu. Avant que je puisse le nommer. Tu aurais pu m'écrire une lettre, après ça. Tu aurais pu frapper à ma porte. Au beau milieu de la journée, et dire « Je crois que nous sommes frères ». J'aurais répondu à cette porte. Corwin. Je ne sais pas ce que j'aurais dit, mais j'y aurais répondu. L'aurais-tu fait, toi? Il a presque souri, et ce fut la première expression sur son visage, de tout l'après-midi. Qui avait l'air authentiquement mienne. Tu as eu 34 ans de parents, qui voulaient de toi? J'en ai eu 6, et ensuite un système. Qui m'a déplacé 4 fois, avant que je n'aie 10 ans. Je ne pensais pas qu'une lettre allait pouvoir rivaliser, avec ce calcul. Il l'a dit d'un ton plat, sans demander de pitié, ce qui, d'une certaine manière, a frappé plus fort, que s'il l'avait fait. Donc, tu as décidé, que dormir dans mon lit, ferait l'affaire, ai-je dit, que porter ma veste. Devant ma propre boîte aux lettres, le ferait. Tu étais sur des photographies. Debout à côté de ma femme, avec mon visage. Corwin. Ce n'est pas voir quelque chose de près. C'est essayer de le devenir. Il n'a pas argumenté, et c'était, d'une certaine manière, la pire des choses. Pas de déni, juste une sorte d'accord fatigué, imperturbable, comme un homme décrivant la météo. Au lieu d'une vie, qu'il avait essayé de voler. Je m'en suis approché, a-t-il dit, plus près, que je ne le pensais. Quelque chose, dans sa façon de le dire, le faisait moins ressembler à une menace. Et plus à une véritable confession, sur à quel point il avait été surpris, lui-même. De voir jusqu'où, il avait laissé aller les choses. Tu n'as rien eu, ai-je dit, et je le pensais comme un fait, pas comme un mensonge. Bien que ce soit tombé, comme tel,
malgré tout. Tu as porté ma veste. Tu as dormi dans mon lit. Ma femme t'a regardé droit dans les yeux. Et a su, en une demi-seconde, ce n'est pas moi. Ce n'est pas être proche. C'est la chose qui en est le plus éloigné. Corwin Vance a été inculpé pour harcèlement, cambriolage, usurpation d'identité aggravée et surveillance illégale. 4 chefs d'accusation au total, a confirmé le bureau du procureur, une semaine plus tard. Plus une violation de période probatoire, pour une affaire non liée, de 2 États plus loin, dont personne dans notre département n'avait eu connaissance. Jusqu'à ce que les analyses de laboratoire de Roark ne relient son ADN à un dossier ouvert. Cet ancien dossier, nous a dit Fenn, une fois qu'il a été autorisé à être divulgué, impliquait une toute autre famille. Un homme dans un autre État, qui s'était réveillé un matin pour découvrir que le mot de passe de sa banque en ligne avait été modifié, et son dépôt direct détourné pendant 11 jours, avant que quiconque ne s'en aperçoive. Corwin n'avait jamais été inculpé dans cette affaire. La famille avait réglé le problème discrètement, par le biais de la banque, au lieu des tribunaux. Ce qui signifiait que c'était la première fois que tout cela allait être plaidé devant un juge. La caution a été fixée à 75 000 $ et il l'a payée en moins de 9 jours, ce qui signifiait qu'une ordonnance de protection devenait le seul mur restant debout entre notre maison et tout ce qui allait suivre. Le bureau de Fenn nous a aidés à la déposer le même après-midi, où les charges ont été officialisées. Delphine osait, quand je l'ai appelée pour la remercier, m'a dit gentiment que le dossier de Corwin n'expliquerait probablement jamais tout à fait pourquoi certaines personnes recherchent un jumeau perdu en quête de famille et d'autres en recherchent un en quête d'une vie à prendre à la place. Je n'avais pas de meilleure réponse qu'elle. Mara et moi avons finalement engagé quelqu'un pour terminer le patio sur le toit du garage. 6 semaines plus tard, principalement parce qu'aucun de nous ne pouvait plus ressortir par cette fenêtre sans avoir besoin d'un endroit solide où atterrir. Je continue de charger mon téléphone à portée de main, la nuit, l'écran tourné vers le haut. Et je ne pense pas que cette habitude particulière disparaîtra un jour complètement. La cicatrice, à travers mon sourcil gauche, celle dont personne ne pensait qu'elle importait. Jusqu'à ce qu'une inspectrice demande à la voir, sous un meilleur éclairage qu'une allée. À 1 heure du matin, et toujours là, petite et pâle et mienne, exactement là où elle a toujours été. Parfois, en traversant un parking, j'aperçois l'arrière de la tête d'un étranger. Sous un mauvais angle, et tout mon corps s'immobilise, avant que mon esprit ne rattrape suffisamment la situation, pour lui dire qu'il n'y a rien. Cette partie-là n'a pas disparu non plus. Je ne m'attends pas à ce que ça arrive. Waffle dort toujours, en diagonale, sur nos 2 oreillers, imperturbable face à tout cela. Le seul membre de la maisonnée, qui n'a jamais semblé remarquer que quoi que ce soit ait changé. Mais je dors, de mon propre côté du lit, désormais, la porte entr'ouverte, comme toujours. Pour le chat. Et quand je ferme les yeux, la dernière chose que je me permets d'imaginer, n'est plus un visage qui se tourne vers moi, dans la lumière grise. Ce sont les phares de Mara, qui coupent à travers l'obscurité, et une portière déjà ouverte qui m'attend.